Quand tu tombes amoureux, une partie de ton cerveau s'éteint, littéralement. La zone responsable du jugement critique, celle qui te fait te méfier des autres, elle se met en veille. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une observation neurologique faite par imagerie cérébrale. Ton cerveau désactive volontairement son propre système d'alarme pour te laisser plonger. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer le code source de l'amour dans ton cerveau. On va voir comment un simple cocktail chimique te transforme en accro. Pourquoi tu ignores volontairement les défauts de l'autre au début et surtout, comment comprendre ce mécanisme change absolument tout. Pas de psycho de magazine, de la science brute, appliquée à ta vie. Alors, le premier rendez-vous, le cœur qui bat, les mains moites. Tu penses que c'est romantique ? Ton cerveau, lui, est en train de vivre quelque chose de très différent. Il est en train de recevoir sa première dose. La molécule en jeu, c'est la dopamine. Tu la connais comme l'hormone du plaisir, mais c'est bien plus que ça. C'est l'hormone de la motivation, de l'anticipation. C'est la molécule qui te fait vérifier ton téléphone 50 fois par jour. C'est ce qui te pousse à scroller indéfiniment. C'est le moteur de la quête. Et là, boum, ton cerveau associe une personne à cette décharge de dopamine. Un message de cette personne, un shoot de dopamine. Son sourire, un shoot de dopamine. Le simple fait de penser à elle, tu as compris. Ton cerveau a trouvé une source de récompense infiniment plus puissante qu'un like sur Instagram. Dans une étude fascinante de 2005, l'anthropologue Helen Fisher et ses collègues ont placé des personnes follement amoureuses dans un scanner IRM. Ils leur ont montré des photos de leurs bien-aimés. Les résultats étaient sans appel. Les zones du cerveau qui s'activaient violemment étaient l'aire tegmentale ventrale et le noyau codé. Tu sais ce que sont ces zones ? C'est le cœur du système de récompense. Ce sont les mêmes, je dis bien les mêmes, zones qui s'activent chez un cocaïnomane qui prend sa dose. Réfléchis à ça une seconde. L'euphorie, l'énergie débordante, l'insomnie, la perte d'appétit, ce ne sont pas les symptômes de l'amour, ce sont les symptômes d'une stimulation massive du système dopaminergique. Ton cerveau n'est pas en train de tomber amoureux, il est en train de devenir obsédé par sa prochaine récompense. Et comme pour toute drogue, une accoutumance se crée. Il t'en faut toujours plus pour obtenir le même effet. Plus de temps ensemble, plus de messages, plus de preuves d'affection. Ton cerveau a créé une boucle de récompense si puissante qu'elle peut éclipser tout le reste. Mais si la dopamine explique l'euphorie du début, l'obsession, le manque, qu'est-ce qui construit la durée ? Qu'est-ce qui transforme une étincelle en un feu capable de traverser les années ? Parce que franchement, aucune relation ne pourrait survivre à une telle intensité dopaminergique sur le long terme. On finirait tous épuisés. C'est là que le cerveau, dans sa grande intelligence, change de stratégie. Il passe de la drogue dure à la colle forte. Attends. Ce que je vais te dire maintenant va changer ta vision de toutes les relations longues que tu connais. Une fois que la phase d'obsession initiale commence à s'estomper, deux autres hormones entrent en scène. Ce sont les véritables architectes de l'attachement. L'ocytocine et la vasopressine. L'ocytocine, on l'appelle souvent l'hormone des câlins. Elle est libérée pendant les contacts physiques, les étreintes et bien sûr pendant l'orgasme. Mais son rôle est beaucoup plus profond. Elle ne crée pas de l'euphorie. Elle crée du calme, de la confiance, un sentiment de sécurité et de connexion. C'est elle qui tisse le lien invisible qui fait que la présence de l'autre devient apaisante, comme un refuge. La vasopressine, elle, est encore plus étrange. Elle est liée à des comportements de protection du territoire et du partenaire. En gros, elle favorise la monogamie et un comportement de garde. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est de la biologie. La preuve la plus dingue vient d'études sur des animaux, notamment les campagnols des prairies. Ces rongeurs sont connus pour former des couples pour la vie. Des chercheurs comme Larry Young ont montré dans les années 90 que si tu bloques les récepteurs de la vasopressine dans le cerveau d'un campagnol mâle, boum, il perd tout intérêt pour sa partenaire et devient volage. Inversement, si tu augmentes artificiellement ces hormones chez des espèces non monogames, elles peuvent se mettre à former des liens stables. C'est dingue, non ? Ce que nous appelons la fidélité, l'engagement, ce sentiment profond d'être chez soi avec quelqu'un, repose sur un cocktail hormonal précis. La révélation, c'est que le passage de l'amour passionnel, piloté par la dopamine, à l'amour compagnon, piloté par l'ocytocine et la vasopressine, n'est pas un échec. Ce n'est pas la fin de la magie. C'est la phase 2 du programme.
C'est le cerveau qui réussit sa mission, construire un attachement durable. Beaucoup de couples se séparent à ce moment-là, pensant que la flamme a disparu. En réalité, le feu a juste changé de nature. Il est passé d'un feu de paille intense à des braises profondes et durables. Ok, maintenant on sait que notre cerveau est sous influence. Dopamine pour l'obsession, ocytocine pour l'attachement. Et on sait aussi qu'il désactive notre jugement. Tu as déjà vécu ça toi aussi? Ignorer des red flags gros comme des maisons parce que tu étais juste trop bien? C'est ton cortex préfrontal, le siège de la logique et de la prise de décision rationnelle, qui était temporairement hors service. L'étude de Andreas Bartels et Semir Zeki de 2004 l'a clairement démontré. Quand on est amoureux, l'activité dans cette zone diminue. Le cerveau dit littéralement « tais-toi ». La logique, on profite. Alors, comment naviguer dans ce champ de mines chimiques? Voici 3 stratégies concrètes basées sur cette science. 1. Active un conseil des sages externes. Puisque ton propre jugement est compromis, mandate officiellement 2 ou 3 amis proches et rationnels pour être ton cortex préfrontal de secours. Demande-leur leur opinion honnête et surtout brutale. Pas ce que tu veux entendre, ce qu'ils voient eux avec un cerveau qui fonctionne normalement. Écoute-les, vraiment. 2. Pratique le test du temps actif. Ne te contente pas de laisser passer les mois, confronte délibérément la relation naissante à des contextes variés. Un week-end stressant, une situation ennuyeuse, une rencontre avec ta famille compliquée. Pourquoi? Parce que ces situations génèrent des données que ton cortex préfrontal pourra analyser plus tard quand il se réveillera de sa sieste amoureuse. Tu ne testes pas l'autre personne, tu accumules des informations pour ton futur toi. 3. Fais un audit dopaminergique. Quand tu sens cette euphorie intense, ce besoin irrépressible de voir l'autre, prends une seconde et nomme le mécanisme. Dis-toi simplement « Ok, ça, c'est une grosse poussée de dopamine. C'est mon circuit de la récompense qui s'emballe. » Le simple fait de le nommer crée une micro-distance. Ça ne tue pas la magie, mais ça te rappelle que tu es sous l'influence d'un processus biologique puissant. Tu n'es plus juste une victime de tes sentiments. Tu deviens un observateur conscient de ta propre chimie. À partir de maintenant, tu ne verras plus jamais une histoire d'amour de la même façon. Ni la tienne, ni celle des autres. Ce couple d'amis qui vient de se former et qui semble vivre sur une autre planète, ce n'est pas juste qu'ils sont mignons. C'est un duo de cerveaux inondés de dopamine, avec des cortex préfrontaux en vacances. Cette amie qui n'arrive pas à quitter une relation toxique, ce n'est pas qu'elle est faible, c'est son cerveau qui est en état de manque, cherchant désespérément sa dose de dopamine et d'ocytocine, même si la source est mauvaise pour elle. Et toi, tu n'es plus juste quelqu'un qui tombe amoureux, tu es un système biologique d'une complexité incroyable, capable de générer l'une des expériences humaines les plus intenses grâce à un cocktail chimique précis. Comprendre ce code, ce n'est pas démystifier l'amour, c'est le regarder avec encore plus d'émerveillement. L'amour n'est pas moins magique, il est juste intelligible. Et ça te donne une perspective et une empathie que peu de gens possèdent. Ce que tu viens d'apprendre sur la chimie de l'amour n'est qu'une seule pièce du puzzle de ton cerveau. Si tu veux vraiment comprendre les codes cachés qui dirigent tes décisions, tes peurs et tes motivations, la suite se passe ici. Abonne-toi, pas parce que je te le demande, mais parce que tu as compris que chaque vidéo est une clé pour décrypter la machine la plus complexe de l'univers. Toi-même. Dans la prochaine vidéo, on va voir pourquoi ton cerveau est littéralement programmé pour la procrastination et je te montrerai le protocole en 3 étapes utilisé par les neuroscientifiques pour la court-circuiter. C'est contre-intuitif et ça change la vie.